Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Elisabeth Partichou. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qu'on appelle couramment la Fondapol. C'est un cercle de réflexion qu'on va qualifier de tendance libérale, pro-européen. Vous-même avez été candidat à l'UMP en 2015 pour la régionale et vous êtes professeur à Sciences Po. Dominique Régnier, on va se poser avec vous pour comprendre ce qui s'est passé au régional, ce qui peut se passer dans la foulée. Alors d'abord l'abstention. On a dit désastre démocratique, naufrage de la politique française. Mais si les politiques n'ont pas su intéresser d'abord les Français à cette élection, qui eux-mêmes ne voyaient pas en quoi le régional, le conseil régional agissait sur leur quotidien, est-ce que vraiment on peut en conclure que la France politique est en péril, franchement? Alors, il est certain qu'il y a une part de l'abstention qui s'explique par ceci. C'est-à-dire qu'on a toujours un problème du côté des candidats, des partis qui ne parviennent pas à faire comprendre aux citoyens que c'est important d'aller voter au régional ou au départemental. Ça, il faut le garder, c'est une bonne explication. Vous avez aussi quand même une comparaison terme à terme. C'est-à-dire en 2015, l'abstention qui était importante, elle était en gros 15 à 20 points de moins qu'aujourd'hui. Donc il s'est passé quelque chose, même en comparant les mêmes élections. Il y a en France une tendance, c'est ça qui est problématique, une tendance à se désengager du jeu électoral de la part d'un nombre croissant de concitoyens. C'était vrai déjà, moi ça m'avait beaucoup frappé en 2017 au second tour de la présidentielle. C'était vrai déjà d'ailleurs en 2014 au municipal, on l'a oublié, mais déjà à l'époque on constatait un record d'abstention de 2014. C'était vrai au municipal de 2020, au législatif de 2017, je les ai oubliés. Donc il se passe quelque chose là. Il y a un rythme, voilà. Il y a une dynamique négative, mais prenons les États-Unis, par exemple. La dernière élection présidentielle a bien montré que l'abstention, alors il y a le vote par correspondance, il y a des outils qui ont été mis en place, mais n'est pas une fatalité. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que forcément, à la présidentielle, par exemple, l'année prochaine, il y aura à nouveau une participation moins forte qu'en 2017? Alors bien sûr, je n'en sais rien, mais c'est un facteur qu'il faudra suivre de près parce qu'on peut avoir une élection présidentielle qui sera très différente en fonction du niveau d'abstention. D'abord, on peut avoir une élection présidentielle qui est une élection de crise de régime. Si on a une abstention spectaculaire, alors on n'aura pas 70% d'abstention, évidemment, mais on peut avoir une abstention record qui poserait un problème au régime, à sa légitimité, à sa recevabilité, si l'abstention était trop massive. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est de voir que l'abstention, ça dépend qui s'abstient. Mais si vous avez une abstention des électeurs plus modérés, les participants vont avoir plus de poids et ce sont parfois des protestataires qui sont déterminés. Et donc, on pourrait avoir une élection présidentielle qui serait sous la conséquence de ce que moi j'appelle un accident électoral. Des abstentionnistes modérés trop nombreux qui donneraient un pouvoir considérable à des votants qui seraient déterminés à protester. C'est le modèle du premier tour du 21 avril 2002. Voilà, mais on n'en est pas là pour l'instant. Dimanche dernier, le dimanche d'avant, ce sont surtout les protestataires, comme on les appelle, qui se sont abstenus, qui sont allés à la pêche. L'abstention contient plusieurs dimensions, bien sûr. Il y a la lassitude, j'ai autre chose à faire, j'ai mieux à faire que ça. Je ne suis pas concerné, j'ai pas compris, etc. Mais il y a aussi de la protestation. Quand on atteint ce niveau-là, il y a un élément protestataire qui est nécessairement présent. Et il faut rappeler que l'électorat de Marine Le Pen a été l'électorat le plus touché par l'abstention. Donc ce sont des électeurs pas contents, qui ne sont pas allés voter pour le RN cette fois-ci. Je doute qu'en revenant voter en 2022, ils aient décidé tout d'un coup de voter pour un parti modéré, du centre-droit ou du centre-gauche. Donc ils vont grossir le bataillon des partis protestataires en 2022. Voilà, je crois. Il y a plus de participation. Voilà, c'est comme la marée, et donc on va avoir à nouveau les eaux hautes du vote protestataire. Alors justement, à ce titre-là, les électeurs de Marine Le Pen ne se sont pas déplacés. C'est le bataillon le plus important des abstentionnistes, c'est ce que vous nous dites. Pour autant, ils ne sont pas volatilisés. Non. Et donc, qu'est-ce que veut dire le recul du RN là au régional? Alors, le RN, nationalement, fait 20% quand même, assez régional. Il faut rappeler qu'il est très haut. Voilà, ce que vous dites. C'est quand même très haut. Donc ça reste très haut. Le point bas du RN, quand on parle d'échec, de revers, etc., et on a raison, mais le point bas, c'est 20% quand même. Donc, c'est quand même très haut. Mais il recule. C'est parce qu'ils sont abstenus, en fait. Mais il avait reculé aussi aux européennes, Dominique Régnier, de 2-3 points. Oui, il était en tête. C'est pas la première fois que le RN ne fait pas le plein, si je puis dire, ou en tout cas ne progresse pas. Aux européennes, il était en tête.
Oui, La liste mais était la à première. 23 au lieu de 25 en 2014. Bon, il y a des variations de ce type dans un contexte historique extrêmement bouleversé. De toute façon, ce que nous savons, c'est qu'il y a en France un réservoir de comportements protestataires qui est très vaste, qui va d'ailleurs de la gauche à la droite, et qui prend des formes diverses, électorales ici, mais parfois non électorales. C'était le cas des Gilets jaunes. Les thèmes, ça nous a frappé, les thèmes qui structuraient le débat tous ces derniers mois étaient précisément les thèmes de longue date, assez historiques du Front National puis du Rassemblement National. On a beaucoup parlé de sécurité. Quand on ne parle pas du crop tops, on parle de sujets structurants. Ce sont ceux du parti du RN et pourtant ça n'a pas aidé. Non, ça n'a pas aidé. Ça avait été puissamment favorable au RN en 2015. On était dans une phase où les attentats, à l'époque c'était le FN, où les attentats islamistes étaient dramatiquement présents dans notre vie. Il y a eu un effet de mobilisation favorable au FN, même s'il n'a pas gagné de région, il avait fait des scores tout à fait historiques. Là, ça n'a pas eu d'effet. Alors, on peut imaginer que les électeurs du FN, du RN désormais, n'ont pas reconnu la région dans cette thématique, mais c'était quand même quelque chose qui les avait motivés en 2015. On peut aussi avoir le sentiment que Marine Le Pen, sur ces sujets-là, n'a pas réussi à conserver sa prééminence parce qu'elle a cherché à capter un électorat que la droite avait laissé en déshérence. C'est une des composantes, à mon avis, de l'explication. La droite n'ayant pas son candidat, il y a des électeurs de droite qui ne savent pas vers qui se tourner. Abstention, vote pour Emmanuel Macron ou ses listes, vote pour les sortants, vote pour Marine Le Pen. Marine Le Pen a, c'est de bonne guerre, tenté de leur parler. Elle a peut-être modéré son discours à tel point qu'on ne fait plus la différence, qu'elle est devenue une espèce de candidate du système, et que donc les électeurs qui ont envie de marquer leur protestation, de pousser un coup de gueule, n'ont pas trouvé utile. Oui. Donc vous validez l'explication de Jean-Marie Le Pen qui, 2 fois en 15 jours, a dénoncé une dévirilisation du parti ou délepénisation. C'est une vraie possibilité. Vous validez ça? En tout cas, je suis sûr que ça fait partie de l'explication, y compris le changement de nom, par exemple. On est passé vite là-dessus. Passer du FN au RN, c'est pas simple. C'est toujours pareil, c'est compliqué, surtout pour un parti comme celui-là, qui a ce rapport à ses origines historiques, à Jean-Marie Le Pen, au FN, la Fondation, toute l'histoire, leur propre saga. C'est une rupture qui peut avoir un prix. Elle est freinée ou pas, Marine Le Pen? Ah oui, aujourd'hui, oui, parce que malgré tout, ce qu'on attendait au RN de ces élections régionales, c'est un résultat qui correspondait à une marche supplémentaire vers un possible succès en 2022. Ça ne s'est pas produit. Ce qui atténue cet échec réel, à mon avis, qui peut-être d'ailleurs marque la fin d'un cycle pour le Rassemblement national. Et si la droite sait se servir de cette conjoncture, ça peut être une fin définitive. Mais ce qui atténue un peu l'échec, c'est qu'aujourd'hui encore, son adversaire principal, c'est Emmanuel Macron, et La République En Marche a fait moins bien que le RN. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut sans doute peser dans l'évaluation. Donc on dit que l'élection régionale, compte tenu de l'abstention, ne peut pas être... un signe annonçateur, ou en tout cas, on ne peut pas transposer en 2017, ce serait une erreur à cause de l'abstention. En 2022, 2022, pardon. Je pense que ce serait une erreur. Et pour autant, vous dites qu'elle est freinée. Oui, parce que malgré tout, ce qu'on en attendait, une espèce de... Le RN est arrivé à nous faire penser qu'il allait avoir une ou deux régions et que de toute façon, son score serait impressionnant, voire qu'il serait le premier parti de France, comme on l'avait vu en 2015. Manifestement, Marine Le Pen et son entourage n'ont pas l'intention de modifier en quoi que ce soit la ligne. Cette ligne de dédiabolisation, c'est une erreur? En tout cas, il n'y a pas d'autre chemin pour ce parti-là. Si Marine Le Pen veut gagner vraiment la présidentielle, c'est ce qu'elle doit faire. Si elle veut continuer à vivre de la rente d'un parti anti-système qui est très à l'aise dans un système qui au fond, la porte sans beaucoup de responsabilité, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Mais si elle veut vraiment gagner, alors c'est la bonne stratégie. Il faut qu'elle arrive à convaincre un électorat moins dur, je dirais, et qui accepte notamment de ne pas sortir de l'euro. Je rappelle qu'il y a ce sujet majeur du rapport à l'Europe. Alors, Zemmour ou pas Zemmour, le polémiste n'a pas démenti, en tout cas, quoi que ce soit, alors que les affiches fleurissent dans toute la France, maintenant, en tout cas, dans nombreux départements. Il y a un débat. On regarde les sondages. À 9 mois, je ne sais pas si ils ont une signification, mais est-ce que ça peut pénaliser Marine Le Pen? Est-ce que ça peut servir de réservoir de voix, si tant est
qu'il évidemment confirme son intention de se porter candidat. Ben, d'abord, juste sur les sondages, c'est toujours pareil. Ils ont toujours une valeur qui est très relative, mais on n'a pas autre chose et c'est quand même très utile de les regarder parce que ça donne des indications. La photo. Voilà, quand même, c'est quand même très important. Mais oui, en fait, là, nous allons avoir une nouvelle phase dans laquelle on va avoir apparaître plusieurs nouveaux candidats et qui vont compter. La droite va avoir un candidat. Une candidate, il y aura une candidature de droite qui fera l'unanimité. Ils ne sont pas à ce point-là irrationnels. Ça changera profondément la donne. Ce sont des électeurs qui viendront potentiellement de Marine Le Pen ou bien d'Emmanuel Macron ou de l'abstention. Une candidature supplémentaire comme celle d'Éric Zemmour ajouterait encore à cette dispersion, fragmentation. C'est de nature à bouleverser l'arrivée du premier tour. On peut très bien avoir un second tour entre Emmanuel Macron et un candidat de droite, ou inversement, un candidat de droite et Marine Le Pen. Aujourd'hui... Parce que le seuil de qualification est quand même assez bas. Voilà. 20%, donc 2-3 points grappillés par l'un ou par l'autre. On se souvient tous qu'en 2017, voilà, au premier tour en 2017, il y avait 4 candidats quand même qui n'étaient pas très loin. On a beau regarder les chiffres qui parfois nous impressionnent, en réalité, ils n'étaient pas très loin les uns des autres. Alors, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas de concurrents dans leur camp. Ce n'est pas tout à fait le cas, évidemment, de la droite et de la gauche. Regardez, je vais vous montrer 2 unes de journaux qui sont parus aujourd'hui, si on va les voir. D'abord, Libération ce matin. Voilà, vous voyez, 2022, des candidats à gauche. Hein, donc, des candidats, et encore Montebourg n'est pas sur l'affiche, là, il se tient aussi en embuscade. Et puis, Le Figaro Magazine, vont-ils s'entendre ? Parce qu'il y a effectivement une compétition qui a avivé encore le résultat des régionales. C'est comparable ou pas ? Ils ont le même problème ? Alors, c'est le même problème, mais pas dans le même contexte. La gauche a un problème pour se mettre d'accord sur une candidature en particulier pour le PS et pour Europe Écologie Les Verts, parce que pour Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'est clair, c'est lui qui sera candidat pour la France Insoumise. Mais dans un contexte qui est électoralement beaucoup moins porteur, beaucoup moins favorable à droite, c'est une élection qui va se passer à droite, 2022. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, c'est une élection qui va se passer à droite. Si dans 6 mois, il y a une situation économique très différente... Va se passer à droite en thème de quoi ? De débat les thèmes... D'éléments de débat qui vont être posés, ou vous dites la gauche ne peut pas se refaire pour 2022 ? C'est impossible, elle restera moribonde, ou en tout cas marginale. Moi, je prendrai le pari, et c'est une conversation, Elisabeth Martichoux, donc je prends le risque de me tromper, et tant pis pour moi. On le note. Voilà, exactement. Je pense que la gauche aura une partie extrêmement difficile en 2022. C'est plutôt une élection qui va se passer à droite. L'électorat est à droite, les thèmes de droite... La France se droitise, avez-vous démontré récemment la Fondapol. Voilà, et d'ailleurs c'est un phénomène européen. Les thèmes de droite vont compter beaucoup. Il faudra être très convaincant sur la sécurité, sur l'immigration. Ça va se passer à droite. Donc pour la droite, c'est pas pareil. Néanmoins, la droite ayant plusieurs candidats, elle trouvera un candidat qui les réunira, mais il faudra voir à quel prix. Quelles seront les pertes, puisqu'il y aura des disputes, et les disputes font qu'il y a toujours des électeurs qui, en chemin, vous abandonnent. Xavier Bertrand, il a pris le parti du marathonien. Hein. Il est parti quand même depuis longtemps. Alors, il y a peut-être des sprinteurs qui vont se manifester bientôt, mais il a posé sa candidature déjà comme une évidence. Ça, c'est déterminant, ou pour lui tout reste à faire. En fait. Non, c'est déterminant quand même. Il a une forme d'éminence aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'il s'entende avec les candidats LR, puisque comme on le sait, il n'est pas des LR. Il ne peut pas faire sans être investi par les LR. Il n'y aura pas 2 candidats, ou alors c'est la fin pour eux, LR et Xavier Bertrand. Donc il faudra un accord entre eux. Donc son travail aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les LR de le soutenir. Pas un petit travail. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Rien n'est fait encore. Emmanuel Macron, un mot. Les régionales ont confirmé qu'il n'y a pas de relais locaux. C'est vraiment une faiblesse. C'est grave, docteur. Alors c'est une faiblesse... Pour la présidentielle, toujours. Voilà, parce que c'est une faiblesse pour les élections locales, ça on a compris. Ouais, voilà. Pour la présidentielle, je ne suis pas sûr, en fait. C'est peut-être ça le modèle qu'il faut considérer aujourd'hui. On peut éventuellement être élu, c'était le cas d'Emmanuel Macron, sans avoir un parti politique. Et même être réélu sans toujours avoir un parti politique, parce que c'est différent, c'est une élection différente, dans un monde différent, dans une France qui ne croit plus aux partis, qui ne les aime plus du tout, qui n'en veut plus. Les partis n'ont pas su se réinventer, et on ne peut pas exclure que malgré ce handicap considérable qui est de ne pas avoir un parti implanté, Emmanuel Macron soit un des favoris en 2022. Il ne lèvera pas le crayon, pour finir, a dit Gabriel Attal ici même. Donc il va continuer à réformer. On verra s'il va jusqu'à changer l'âge légal de la retraite avant la présidentielle. Ses adversaires pointeront toutes les réformes qu'il a ratées. Sur un quinquennat aussi chaotique, il y en a.
défendre un bilan présidentiel, ça n'a jamais été gagnant. Non. Sauf en cohabitation. Ça va être compliqué. Oui, absolument. Maintenant, ça va être compliqué. Maintenant, nous sommes dans une époque quand chacun peut se faire ce retour en arrière dans son esprit. Depuis maintenant Jacques Chirac, tous les présidents ont une crise, puis une de plus et encore plus. Enfin, c'est une situation historique. C'est le monde qui est comme cela. Et donc, la présidence d'Emmanuel Macron a été très agitée. Moi, je parie, c'est un autre pari que je fais, que la suivante le sera plus encore. Pardon ? La présidence suivante le sera plus encore agitée. Ah bon ? Vous avez vu ça où ? Dans une boule de cristal ? C'est le monde qui est comme cela. Nous avons des pandémies que nous n'avions pas, des crises financières en 2008 que nous n'avions pas auparavant. Les gilets jaunes, on ne connaissait pas. C'est un monde qui est comme ça. Désormais, des crises climatiques plus importantes. Le monde est beaucoup plus compliqué et nos présidences seront beaucoup plus agitées. Et on observera de plus en plus souvent des présidents impuissants ou relativement peu puissants face à des défis de plus en plus nombreux. Vous aurez peut-être dissuadé des vocations ce matin. En tout cas, c'est tout à fait étonnant. Président dans ce contexte. Pas une sinécure. Merci beaucoup, Dominique Régnier, d'avoir été aussi limpide ce matin sur le plateau de LCI. Bonne journée à vous. À vous aussi. Et